Bonjour et bienvenue à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette Web TV Enedis, un rendez-vous désormais régulier depuis quelques mois afin de décrypter des sujets majeurs au cœur de la transition énergétique. Nous commençons cette émission avec Pierre Egalement, directeur des affaires publiques d'Enedis. Bonjour Pierre Egalement. Alors vous avez choisi d'aborder dans cette émission un thème qui est au cœur de l'actualité depuis évidemment longtemps, mais alors particulièrement cette semaine avec eh bien l'examen par les députés du projet de loi sur l'accélération des ENR qui revient sur le devant de la scène. Alors est-ce que les territoires ruraux sont à l'avant-garde de la transition énergétique ? Bonjour, nous allons répondre à cette question. Pourquoi cette question ? Enedis, vous le savez, est présent sur la quasi-totalité du territoire à travers le réseau qu'elle exploite, à travers ses agents nombreux et puis à travers ses implantations. Et ce qu'on appelle l'électrification rurale, c'est une réalité quotidienne pour beaucoup de ces agents. Savez-vous que à peu près 67% de la puissance des énergies renouvelables hors hydraulique, il est sur le territoire de communes qui ont moins de 2000 habitants, 88% sur le territoire de communes qui ont moins de 1000 habitants. Et donc, le mix énergétique rime avec ruralité. Et à travers cette émission, à travers ce moment Web TV, nous avons voulu réunir autour d'un parlementaire, c'est toujours la thématique, un parlementaire particulièrement engagé sur ces questions, un député, Jean-Luc Fugit. Nous avons voulu réunir un certain nombre de témoignages qui illustrent cette dynamique, qui montrent que les projets sont bien souvent issus du monde rural et que finalement cette question, les territoires ruraux à l'avant-garde de la transition énergétique, point d'interrogation, nous aurons au cours de cette heure peut-être quelques raisons d'y apporter une réponse, je l'espère et j'en suis sûr, positive. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Egalement. Merci, nous démarrons, on se retrouvera effectivement en conclusion de l'émission. Je vous propose d'accueillir nos premiers invités. Bienvenue sur ce plateau. Nous accueillons notre grand témoin qui va nous accompagner tout au long de cette Web TV, Jean-Luc Fugit. Merci d'être avec nous. Vous êtes député du Rhône et vous êtes très engagé sur les questions de ruralité. Merci d'être là pour jouer ce rôle de grand témoin. Merci à vous de m'accueillir. Voilà. Cédric Szabo, merci aussi de nous avoir rejoints. Bonjour. Directeur général de l'AMRF. Et alors, je vais vous demander pour démarrer cette émission, peut-être de nous décrypter les priorités pour les territoires ruraux en matière de transition énergétique. Priorités qui sont nombreuses. Comment se place cette transition énergétique dans l'ordre de ces priorités selon vous ? Très clairement, en haut de la pile, il est tôt là ce matin et j'allais dire c'est un message qu'on adresse à tout le monde, il faut se réveiller. La prise de conscience, elle est universelle, mais par contre, il y en a d'autres qui ne sont pas encore complètement révélées. C'est le potentiel du monde rural dans cette contribution à la transition écologique, à la transition, à l'acceptation, aux modifications de comportement, et c'est là que ça va se passer. Je crois que le principal atout, c'est son vivier d'élus sur cette question-là spécifique. C'est eux qui vont le faire. S'ils ne le font pas, ça ne se fera pas. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on les accompagne dans tout ça. Donc on a lancé, et ça va se faire à partir de janvier 2023, un grand atelier des maires ruraux pour la transition écologique, pour à la fois former ces élus, pour à la fois révéler ce qu'ils font, pour mettre en valeur des pépites, des réussites anciennes ou nouvelles. Puis il y a des choses qu'on sait faire à l'échelle de villages, de créer des centres de production d'énergie, des centrales villageoises. On parlait des centrales villageoises, ça me faisait réagir parce qu'il s'avère que la première centrale villageoise photovoltaïque de France a été créée dans la circonscription dont j'ai l'honneur d'être le député. Et donc, mais elle a été créée avant que je sois député, donc j'y suis absolument pour rien. Mais par contre, on a aidé à participer, à le développer. Et quand on a des citoyens non élus qui s'en emparent et qui ont des projets, c'est vrai que la force des pouvoirs publics et la force des élus, c'est de pouvoir justement les accompagner pour qu'on arrive à cette fameuse planification. On parle souvent de la planification, et c'est vrai que cette planification, il y a déjà des choses qui sont faites. En réalité, on le voit très bien avec le projet de loi sur lequel nous sommes en train de travailler. On est en train finalement de mieux organiser ce qui existe déjà. On est en train de le structurer, de faire en sorte que ça se développe vraiment, que ça se déploie partout. Et puis aussi que les bonnes idées, les bonnes pratiques dans certains territoires puissent infuser jusque dans d'autres territoires. Il y a des signaux positifs. Je crois qu'il y a un signal là, qui a été adopté il y a quelques jours au Parlement sur enfin reconnaître aux communes leur rôle dans la production d'énergie solaire
avec 20% d'une taxe qui s'appelle l'IFER. Donc on localise la production, mais il ne faut pas qu'on externalise le fruit de la production. Et si on veut travailler sur ce qu'on appelle souvent l'acceptabilité, si on outille les maires, et pas simplement d'argent, mais aussi d'argent, vous verrez que le sujet ira plus simplement. Si je peux me permettre, je rajouterais qu'il y a encore une autre dimension qui fait que le rôle des maires doit être renforcé. On le sait, on le dit, les enquêtes d'opinion le montrent à longueur de journée ou presque, le maire est l'élu préféré des Français. On peut imaginer que si on a de plus en plus de maires réellement et fortement engagés sur cette transition, sur ces projets, eh bien en fait, ils vont aussi participer à faire en sorte que la population appréhende mieux les questions d'énergie. Une des conditions de la réussite, c'est pas de dire là je vais implanter ça, là je vais, etc. Et puis aussi, c'est la question, la transition énergétique. Pourquoi on est à l'avant-garde? Donc je rassure Pierre également, la réponse c'est oui. On est à l'avant-garde. Oui, enfin, on peut y répondre. Oui, voilà. La question, c'est le lien aussi au bénéfice de qui? C'est au bénéfice de tout le monde, c'est-à-dire les urbains et les ruraux. On avait fait un calcul, grâce aux données d'Enedis, on avait fait le calcul qu'à Lyon, pour que Lyon soit autosuffisant, il faudrait, sur les 50 km de la ville, un tiers soit en panneaux photovoltaïques. On pourrait mettre des éoliennes, mais en tout cas pour montrer. Donc il faudrait un carré de 4 km sur 4 dans Lyon. On voit bien que ce n'est pas possible urbanistiquement. Enfin bon, voilà, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc ça veut dire que ça se passe à la campagne au bénéfice de tout le monde. Merci beaucoup Cédric Szabo d'avoir été avec nous ce matin. Voilà pour cette première séquence sur le panorama général et nous allons rentrer dans notre premier zoom de la matinée pour évoquer la mobilité électrique. Et pour cette première séquence mobilité électrique, quelle ambition en matière de mobilité électrique d'ici 2040 dans les territoires ruraux? Connecter les territoires ruraux grâce au développement de la mobilité électrique, l'impact sur l'aménagement, notamment en matière de bornes de recharge, comment on fait le meilleur schéma directeur. On commence avec vous, Jacquilien, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes adjoint au maire de Villecerf. C'est un village rural, parce que c'est la thématique, 700 habitants en Seine-et-Marne. Vous êtes vice-président et responsable de la mobilité électrique du syndicat, du SDEMS. Donc on comprend bien qu'aujourd'hui, au vu du contexte énergétique très compliqué avec la flambée des prix, les communes rurales ont commencé bien évidemment à réfléchir sur la transition énergétique. Nous, par exemple, dans notre commune, nous avons mené 4 actions. La première action, on a changé, on avait 2 vieilles chaudières fuel pour chauffer notre mairie et notre école. Donc au début de l'année, de cette année, nous avons fait passer ces chaudières à des chaudières biomasse avec des pellets. Voilà, et nous avons obtenu, c'était une première pour le syndicat des énergies qui a accepté de nous piloter ces actions. Et nous avons obtenu 80% de subventions pour ce genre d'opération, donc ce qui est quand même très intéressant pour une petite commune rurale. On a également, pour faire des économies d'énergie, changé les huisseries de notre mairie et de nos écoles. On a pris depuis le 1er décembre une délibération pour éteindre l'éclairage public. Quels sont les besoins de votre territoire? Comment est-ce que vous l'abordez, cette question? Alors, on a un territoire un peu particulier en Seine-et-Marne parce que c'est l'un des plus grands départements de France en géographie et il est scindé en 2 grandes parties. On va dire au nord, il y a de très grandes villes, nord et à l'ouest du département. Tout ce qui est Lagny, Chelles, Coulommiers, etc. Ce sont des grandes agglomérations. Melun, Fontainebleau-Avon, enfin voilà, donc la partie nord et ouest est très urbanisée et vous avez la partie est et sud on est à la limite du Loiret et à la limite de Lyon, où là ce sont quasiment exclusivement des petites communes, des territoires ruraux. Donc il faut arriver à installer des bornes aussi bien dans les villes sans oublier les territoires ruraux. Oui. En tout cas, ce que je voulais préciser, c'est que cette mobilité électrique, ça a été, c'est le rapporteur de la loi d'orientation de mobilité qui vous parle. J'ai été rapporteur de cette partie-là, justement. C'est bien l'objectif, à la fois de contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi
à la diminution de la pollution de proximité, principalement les oxydes d'azote et un petit peu les particules fines, puisqu'on sait que les particules fines ont des origines. Voilà. Il y a une question de santé respiratoire derrière. Eh bien, merci pour ces précisions. Alors, où en êtes-vous? Expliquez-nous le schéma directeur, comment vous l'avez construit. Alors, aujourd'hui, les 174 bornes que l'on a déjà installées depuis 2015, on est aujourd'hui sur la Seine-et-Marne à 66 000 recharges l'année. En 2021, il faut savoir qu'on était à 32 000 recharges. Donc, on double, depuis 2015, on double tous les ans le nombre de recharges. Et on s'est aussi posé la question de savoir si c'était toujours les mêmes utilisateurs qui venaient ou si c'était des nouveaux utilisateurs. Et on s'aperçoit, puisqu'on a des données qui sont remontées via la télégestion des bornes, on s'aperçoit que le nombre d'utilisateurs double aussi tous les ans. Donc, on sent bien que là, on ne va pas pouvoir rester avec nos 174 bornes et qu'il faut aller vers quelque chose de plus large. Donc, on s'est engagé dans une démarche de schéma directeur. Alors, rapidement, pourquoi faire un schéma directeur ? Ce n'est pas une obligation, c'est une incitation, hein, on incite les syndicats à faire des schémas directeurs. Alors, déjà, pour dresser un état des lieux, c'est important de savoir quelles sont les bornes qui sont installées sur un territoire, qu'elles soient publiques ou privées. À partir de là, on définit un besoin, on fait une pré-identification de la localisation des bornes et puis on élabore un schéma de déploiement et ça permet aussi, et c'est le dernier point, mais il est très important pour les communes rurales principalement, c'est que faire un schéma directeur, ça vous permet d'obtenir un taux de réfaction de raccordement des bornes de 75%. Alors, on reviendra peut-être dans un deuxième temps, parce que vous allez peut-être partager les freins, l'accompagnement d'Enedis, puisque Philippe Auvray nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du territoire Énergie Orne. Vous êtes aussi vice-président de la FNCCR. On s'est vu à d'autres occasions. Votre territoire est donc situé en Normandie. Il compte 285 000 habitants, essentiellement dans le rural aussi. Et vous êtes en pleine finalisation de votre schéma directeur. Donc, vous avez écouté attentivement ce que Jacqueline nous a dit. Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce que vous connaissez la même explosion de la mobilité électrique sur votre territoire? Oui, tout à fait. Nous avons installé 110 bornes, une tous les 20 km en secteur rural, donc ça suffit largement. Par contre, plus on roule, plus c'est rentable le véhicule électrique. Et en 2017, on avait 5 000 actes de recharge, nous sommes passés à 25 000. Aujourd'hui, en secteur rural, prendre une voiture électrique, c'est beaucoup plus intéressant. Ça coûte moins cher que de prendre une voiture diesel. Pascal Boyer est avec nous, connecté à distance. Vous la connaissez bien. Alors, député des Hautes-Alpes, président de l'ANEM. Merci d'être avec nous, Pascal Boyer. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Luc. Alors, racontez-nous, Pascal, les enjeux de mobilité dans vos territoires, dans les territoires de montagne cette fois-ci. Quelles sont les spécificités ? Alors oui, effectivement, comme vous venez de l'évoquer, déjà les mobilités doivent répondre à 3 enjeux. Un enjeu environnemental avec la neutralité carbone en 2050, un enjeu économique puisqu'il faut que les déplacements coûtent le moins cher possible et en même temps, les mobilités doivent répondre à un enjeu social puisque tout le monde doit se déplacer. En montagne, on se rend bien compte que c'est la voiture individuelle qui est la norme et donc on doit sortir de cette norme pour essayer d'organiser les mobilités dans nos territoires. Parce que la montagne doit rester connectée. Elle doit rester connectée pour les habitants, c'est-à-dire qu'on doit avoir une connexion entre les stations, les bas de vallée, les villes de montagne, et en même temps, elle doit rester connectée avec le reste du territoire pour nos touristes qui viennent régulièrement nous fréquenter nos stations et notre environnement, on va dire. Pour résoudre tout ça, bien évidemment, vous l'avez aussi évoqué, je pense qu'il est important que les collectivités territoriales puissent s'organiser. Et qui est le mieux placé pour organiser ces mobilités? Bien évidemment, ce sont les élus locaux et notamment les maires et les présidents de communautés de communes. Le maillage doit se faire avec différentes possibilités. On parle surtout de la voiture individuelle, donc la voiture individuelle électrique. Donc, comme vous l'avez évoqué longuement, il faut un maillage de bornes de recharge.
il s'avère que nous avons différents types de démographie, on va dire, puisque nous avons en intersaison une démographie quand même qui est assez faible, mais par contre, en saison, nous avons un pic de population, enfin une augmentation de la population qui peut s'avérer être énorme. Juste une réflexion au-delà de la mobilité purement électrique, entre guillemets, pour les zones de montagne. Je pense qu'à terme, et je peux me tromper, hein, puisque là on est dans la prospective, je pense que dans ces territoires-là, où peut-être le maillage peut être plus délicat, etc., peut-être qu'une solution à terme sera aussi d'aller, pour la décarbonation bien entendu, d'aller vers les véhicules à hydrogène. Alors peut-être que là j'anticipe trop. Je parle bien pour des secteurs un petit peu particuliers, hein. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que syndicats, collectivités, régions, États, on a de l'investissement public. Merci beaucoup Pascal Boyer, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Jean-Luc Fugit, vous restez avec moi pour cette troisième séquence de l'émission. Et nous allons parler d'accélération de la transition énergétique dans les territoires ruraux avec Lydie Sartou dans un premier temps qui nous a rejoint. Vous êtes directeur pôle projet de solutions chez Enedis. Racontez-nous la spécificité des territoires ruraux et peut-être la complexité. Il y a eu la toute première question de la matinée, c'était j'ai une centrale, elle n'est toujours pas raccordée. Voilà, donc c'est le moment de répondre et de nous expliquer pourquoi c'est aussi complexe. Oui. Bien sûr. Bonjour à tous. Déjà, ravi d'être sur ce plateau pour parler territoires ruraux. Alors, pourquoi c'est complexe? Eh bien, en effet, déjà, il y a un rythme très soutenu et un nombre de raccordements très, très élevé récemment. On passe d'un nouveau paradigme avec l'insertion d'énergie distribuée sur le réseau de distribution, qu'elle soit de la bioénergie, de l'éolien, du photovoltaïque. Et pourquoi? Parce qu'il y a une tendance de fond, le consommer vers et local, des soutiens de la puissance publique aussi pour dynamiser l'accélération des ENR. C'est un complément de revenus pour les agriculteurs aussi. Et puis, l'actualité nous rattrape, les prix de marché font que l'autoconsommation, l'autoproduction devient attractive. Et puis, pourquoi c'est complexe aussi? Parce que le réseau n'a pas forcément été conçu historiquement pour insérer aussi vite d'aussi nombreux projets ENR. Il va falloir que le réseau s'adapte et c'est déjà le cas. Et c'est ce que nous faisons. D'abord en simplifiant les parcours clients et en mettant à disposition des outils très pratico-pratiques pour les porteurs de projets, pour les producteurs. Alors, par exemple, sur le parcours client, nous avons mis en place pour les petites puissances un parcours entièrement dématérialisé l'année dernière, donc c'est-à-dire en self-care, du devis jusqu'à la mise en service. Et maintenant, la mise en service peut être téléopérée sous 24 heures grâce au compteur Linky. Nous allons retrouver en direct deux interlocuteurs. Ils sont... Ah ben je les vois, ça y est, justement pour évoquer... Alors ça va être un défi, vous avez vu, on a un tout petit peu glissé dans le timing, comme c'est bizarre. Noémie Poise, responsable énergie renouvelable à l'Agence régionale de l'énergie et de l'environnement région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous allez nous parler de SMAP. Et Achour Oudjedi, à vos côtés, vous êtes chef de projet réseau électrique SPUL, une association qui œuvre pour la promotion des ENR en France depuis 30 ans et qui a raccordé la toute première centrale photovoltaïque au réseau en France et qui est partenaire du projet Flex Cantal. Noémie, dans un premier temps, le Smart Grid Parc naturel régional. Donc c'est une réalisation de 2016 à 2018. C'est plus un projet du coup, qui a permis d'expérimenter un certain nombre de solutions pour faciliter l'intégration du photovoltaïque dans la région. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots dessus avant d'évoquer Flex Cantal? Oui, bonjour. Effectivement, on va pouvoir illustrer ce qui a été dit dans l'intervention précédente. Donc, dans le projet SMAP, on s'est effectivement intéressé à la question de l'intégration des énergies renouvelables, en particulier photovoltaïques, dans les réseaux électriques ruraux basse tension. C'est une expérimentation qui s'est déroulée dans le village des Haies, 800 habitants, dans le parc naturel régional du Pilat. Donc l'objectif de SMAP a été d'étudier des solutions alternatives au renforcement des réseaux pour voir justement comment libérer de la capacité d'accueil, mais aussi mieux maîtriser les coûts d'intégration des énergies renouvelables électriques dans ces réseaux.
Donc il y a eu un premier travail de scénarisation qui a été mené. Sur le territoire d'expérimentation, on a modélisé l'évolution des consommations d'électricité avec des scénarios plus ou moins sobres. On a, avec Espul, modélisé également le gisement solaire pour évaluer la quantité d'énergie électrique renouvelable qui pourrait être produite. On a fait ça à un horizon lointain, donc 2050, en essayant justement d'atteindre les objectifs du territoire à énergie positive. Le projet Flex Cantal est lancé par le sillage du projet SMAP, dans le département du Cantal, qui lui aussi est un territoire rural. Vous parliez tout à l'heure de plus de 50% de la production qui vient des communes de moins de 2000 habitants. Si on regarde le rapport entre la production accordée dans le Cantal par rapport au nombre d'habitants, on est à environ 1200 kW par habitant pour une moyenne française de 220 watts par an. C'est dire que le rythme de développement est très soutenu dans ce département-là. Et le projet Flex Cantal, qui vise à résoudre les problématiques soulevées par Noémie dans le projet SMAP, il a pour objectif principal d'augmenter la capacité d'accueil pour répondre à cette forte dynamique via des solutions intelligentes. Nous allons évoquer dans un instant l'agrivoltaïsme, mais tout d'abord un petit détour par le Jura avec Serge Castel qui doit être en ligne avec nous, préfet du Jura, qui va nous rejoindre dans un instant. Serge Castel, nous vous voyons. Expliquez-nous en quelques mots comment vous vous emparez de ces questions sur votre territoire. Il y a eu déjà beaucoup de sujets abordés. Comment ça résonne pour vous ? Alors, très rapidement, bonjour à toutes et tous. Écoutez, je vais faire accord avec les deux précédentes interventions. Le premier sujet sur les véhicules électriques. Alors, pour avoir une expérience assez longue sur le développement de projets énergie renouvelable sur d'autres fonctions, on s'aperçoit que c'est parfois le parcours du combattant et que beaucoup de projets n'aboutissent pas, faute de contentieux, faute de sous-estimer les difficultés, notamment en termes de procédure. Sur les territoires ruraux, il ne faut pas non plus oublier que lorsqu'on développe de l'énergie renouvelable, on est souvent en conflit d'usage. Au jour d'aujourd'hui, nous avons, au bout d'un an d'existence à peu près, accompagné une quinzaine de projets, 14 sur le photovoltaïque et un en éolien. Nous développons une doctrine, et nous allons la mettre en œuvre d'ici la fin de l'année, sur le développement du photovoltaïsme de façon à ce que chacun des porteurs de projets sache où sont les endroits les plus propices pour pouvoir se développer ou les endroits les plus difficiles à développer. Nous associons souvent Enedis parce que Enedis, pour nous, c'est un expert. Et il vient surtout par rapport à enrichir notre connaissance du territoire sur le réseau, les problématiques de raccordement, de façon à ce qu'on anticipe les difficultés ou qu'on mutualise les investissements. Cette question effectivement de l'acceptabilité qui est importante, on n'a pas le temps de développer malheureusement aujourd'hui. Merci beaucoup Serge Castel d'avoir été avec nous. Nous allons passer à une prochaine illustration sur l'agrivoltaïsme dont on entend de plus en plus parler. Je vous invite à aller regarder, il y a une très belle vidéo que l'on aurait pu passer, mais nous manquons un peu de temps, donc vous la verrez certainement sur les réseaux. Nous sommes en ligne, alors pour nous en parler, nous avons Jean-Marie Bertin, maire d'Amance avec nous, et Mathieu Debonnet qui est avec nous sur ce plateau, président de TSE en Haute-Saône. Jean-Marie Bertin, tout d'abord, à quelle problématique énergétique êtes-vous confronté sur votre territoire et comment l'agrivoltaïsme répond à ces problématiques selon vous ? La problématique à laquelle nous sommes confrontés, je crois que c'est celle à laquelle tous les pays occidentaux commencent à être confrontés, c'est l'absence d'autonomie énergétique et d'indépendance. Donc on se retrouve dans des territoires fragiles sur lesquels, on l'a vu au sein des mobilités, le pouvoir d'achat de nos concitoyens est fortement érodé par le coût de l'énergie. Et nous, collectivités, on a assuré quand même la gestion énergétique de nos collectivités, chauffage des bâtiments, éclairage public, et on doit mettre en œuvre des solutions qui permettent de devenir sobre et économe. Et si possible, et ça va être un vrai objectif, avec des sources de production de proximité. Merci. Alors, on va d'abord détailler peut-être et surtout définir ce qu'est l'agrivoltaïsme. Mathieu Debonnet, merci d'être avec nous. Vous êtes donc président de TSE en Haute-Saône, développeur opérateur de centrales solaires, 200 collaborateurs aujourd'hui sur toute la chaîne de valeur. C'est quoi l'agrivoltaïsme ? On en entend parler. Expliquez-nous en quelques mots.
Alors qu'est-ce que c'est l'agrivoltaïsme ? C'est une possibilité de résoudre un certain nombre d'enjeux auxquels à la fois la France et l'Europe sont confrontés. Quels sont ces enjeux qui sont, je dirais, aujourd'hui au cœur des différentes crises que nous traversons ? C'est bien évidemment l'enjeu de la souveraineté énergétique et de son prix, l'enjeu de la souveraineté alimentaire, donc la disponibilité de l'alimentation au quotidien dans notre assiette. Alors pourquoi cette question est importante ? Elle est importante dans le cadre de l'accélération du réchauffement climatique qui a un impact non négligeable sur le rendement des cultures. Et le dernier enjeu, c'est bien évidemment celui du défi de l'eau. Comment on va irriguer nos cultures demain ? Est-ce qu'on reste sur le même modèle ? Et comment on fait face notamment, on vous indique, les conséquences du réchauffement climatique, c'est beaucoup plus de stress hydrique, beaucoup plus de stress thermique, plus d'évapotranspiration, et donc forcément des conséquences qui sont non négligeables sur les cultures. Donc alors là, on prend une parcelle de champ, voilà, et vous mettez des panneaux photovoltaïques, mais suffisamment hauts pour que les tracteurs puissent circuler dessous, voilà. C'est ça le principe ? Le principe, c'est exactement celui-ci. Jean-Marie Bertin, juste un mot en termes d'acceptabilité. Ces solutions, cet agrivoltaïsme est particulièrement bien perçu. Alors par les agriculteurs, peut-être, enfin, en tout cas vous allez nous le dire, et par la population aussi. Par les agriculteurs, ça pose un débat dans le département, parce que de toute façon, les agriculteurs aujourd'hui sont sur une position de principe qui consiste à dire qu'on ne doit pas faire de l'agrivoltaïsme sur des terres qui peuvent produire, quel que soit le potentiel de production, ce qui reste quand même discutable et qui nécessite d'être objectivé par des bilans complets. C'est le premier point par rapport au monde agricole. Le deuxième point par rapport à la population, sur le projet local d'Amance, donc il couvre 3 hectares de panneaux et puis un témoin de la même surface. Il y a eu très très peu de réactions. Les gens sont interrogatifs parfois, on peut leur apporter des réponses. Parfois, je crois qu'ils sont indifférents, il faut le dire. Moi, je pense que d'un point de vue général, sur la transition énergétique et écologique, il faut pas quitter ce concept de subir cette transition et aller vers une dynamique qui consiste à l'anticiper, à y répondre. Et cette dynamique, elle doit nous permettre d'emmener les différents acteurs, je sais qu'on n'emmènera pas tous les acteurs, mais les différents acteurs que sont les agriculteurs, les résidents sur le territoire, les élus, sur une dynamique qui devrait rendre un petit peu d'espoir aux territoires ruraux et leur permettre de mettre en valeur leur potentiel. Les territoires ruraux, c'est les espaces. Les territoires ruraux, c'est, je l'ai dit, la biomasse. C'est aussi du savoir-faire. C'est des acteurs locaux qui sont prêts à s'engager, qui sont prêts à innover. Et je pense que c'est une véritable réponse. On ne peut pas subir, c'est pas possible. On doit anticiper. On doit, si j'ose le terme, rendre la transition énergétique et écologique désirable. Eh bien, merci beaucoup. On terminera là-dessus. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie Bertin d'avoir été avec nous. Mathieu Desbonnets et notre grand témoin, Jean-Luc Fugy, de nous avoir accompagnés pendant toute cette émission. Alors, beaucoup de sujets abordés ce matin. Un mot, alors juste avant de passer la parole à Pierre, Lydie, est-ce qu'il y a un message encore à faire passer en cette fin d'émission pour clarifier peut-être encore davantage ? Je voudrais juste dire que les porteurs de projets, les projets notamment photovoltaïques, courront toujours plus vite quand même que le réseau. Donc, pour courir plus vite, eh bien, on a certains leviers pour essayer de rattraper ces projets d'ENR. C'est investir massivement. Donc Enedis va consacrer 96 milliards d'euros d'ici 2040 pour investir dans les réseaux, notamment au service de la transition énergétique. On innove aussi, notamment pour les équipements, on appelle les postes sources et postes sources express, pour construire beaucoup plus vite ces infrastructures. Également anticiper et planifier, ça c'est clé. Et nous soutenons véritablement, dans le cadre du projet de loi accélération des ENR, le fait que la planification des réseaux soit intégrée dans la planification territoriale, la planification énergétique, et c'est clé. Donc une grande mobilisation collective de tous, que ce soit les pouvoirs publics, les élus sur le terrain, les entreprises, les opérateurs de réseau bien sûr. On est tous mobilisés pour cette transition écologique. Et puis pour conclure, peut-être sur un mot, il y avait une question qui était posée, les territoires ruraux avant-garde de la transition énergétique. J'aime bien l'expression de Jean-Luc Fugy, ruralité conquérante. C'est le propre d'une avant-garde que d'être conquérante. Juste un point, veillons bien à ce que l'accès à l'expertise, au savoir-faire sur l'ensemble de ces questions ne soit pas un frein
aux dynamiques de projets qui ont été évoquées. Hein. Et donc moi je dis vraiment aux élus, quand vous avez un projet, anticipez, contactez votre interlocuteur privilégié Enedis. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous en avons un certain nombre sur ces questions-là. Attention à ce qu'effectivement cette avant-garde et cette dynamique des territoires ruraux ne soit pas contrariée par comment je fais, quand je le fais, avec qui.